Marine Le Pen, Monsieur Le Pen, ça commence moi, bien. c'est pas Monsieur Le Pen, mais ça commence bien. Ouais, peut-être question avec. Le gouvernement a annoncé un projet de loi agricole d'urgence. Pensez-vous que ce projet n'arrive pas trop tard? C'est une urgence qui normalement ne devrait pas voir le jour avant l'automne, donc pardonnez-moi de vous dire que évidemment c'est extrêmement tard. Voilà. Manifestement le gouvernement n'a pas le même sens des priorités que nous. Mais je pense que notre présence aujourd'hui, à deux d'ailleurs, est aussi une réponse, un soutien, je veux dire, à une profession agricole dont il apparaît qu'elle est de plus en plus désespérée par les politiques qui sont mises en œuvre. Et donc on vient apporter une dose d'espoir à l'agriculture, et même une double dose d'espoir, parce qu'ils en ont bien besoin, et leur rappeler que la situation qu'ils vivent est la conséquence de décisions politiques et qu'un changement d'orientation politique à l'égard de l'agriculture peut changer évidemment les conséquences néfastes qu'ils vivent. Voilà. Que vous ont-ils dit pendant ces échanges? Eh bien, ils nous ont exprimé leurs difficultés qui sont année après année, il faut bien le dire, les mêmes, aggravées cette année avec la perspective de la baisse de la PAC, puisque le pacte pluriannuel financier de l'Union européenne veut être avancé par Emmanuel Macron pour être signé avant les élections présidentielles, ce qui est une fois de plus un procédé profondément antidémocratique, parce que ça veut dire qu'en réalité, si les Français veulent changer d'orientation politique dans le domaine de leurs relations avec l'Union européenne et de la défense de nos intérêts vitaux, eh bien, ils pourraient en être empêchés, alors même que normalement, ce pacte pluriannuel financier devrait être signé fin 2027. Or, il prévoit une baisse de la PAC de 22%, ce qui est évidemment un drame pour l'agriculture. Et donc, voilà, nous avons parlé, bien entendu, de cela, de la concurrence déloyale, des normes et de tout ce qui, nous le savons, constitue des handicaps majeurs pour l'agriculture. Il y a d'autres personnalités, il y a d'autres personnalités. Le choix de venir à deux cette année, contrairement aux autres éditions, pourquoi? Parce que l'heure est grave et que le monde agricole et le monde rural français est dans une situation de très grande souffrance, et que les agriculteurs voient bien à quel point la politique qui a été menée par le président de la République, mais aussi au niveau européen, est une politique de décroissance agricole qui appelle nos agriculteurs à moins produire dans un contexte international toujours plus tendu, dans un contexte de très grande incertitude, avec des pressions commerciales de part et d'autre. Et nous sommes venus à deux, à la fois en défenseurs des intérêts de l'agriculture française, que nous défendons à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, que nous défendrons dans le cadre des prochaines élections législatives et présidentielles. Nous défendrons aussi les circuits courts dans le cadre des élections municipales, pour réaffirmer qu'il ne peut y avoir de liberté pour notre pays dans les prochaines années, et de puissance sans une capacité à produire. Et donc le mot d'ordre aujourd'hui, c'est produire, produire, produire. Nous menons bataille contre l'inflation normative qui entrave aujourd'hui une grande partie des agriculteurs, et nous sommes venus leur témoigner notre soutien, et à travers nous, le soutien des millions de Français qui aiment leur agriculture et qui ont envie de la défendre. Et je pense que compte tenu de la gravité, il était important qu'on soit ensemble, main dans la main, pour leur témoigner de notre affection et de notre amour pour eux et pour le monde rural. Il y a d'autres personnalités. C'est un moyen de montrer que vous faites bloc ensemble dans l'attente de la décision du 7 janvier. Nous avons toujours fait bloc. Et je crois que personne n'en doute. Nous travaillons ensemble main dans la main. Et je vais vous faire un scoop. Nous allons continuer à travailler main dans la main dans les prochains mois pour offrir à la France et aux Français le changement qu'ils sont en droit d'attendre aujourd'hui, compte tenu des urgences économiques, sociaux et sécuritaires qui pèsent sur la France et sur le pays. Il y a d'autres personnalités politiques aujourd'hui au salon, notamment le Premier ministre Sébastien Lecornu. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire sur la crise agricole? J'ai envie de lui dire que, comme son nom l'indique, l'urgence, c'est l'urgence. Et qu'il faut arrêter d'avoir un double discours. Il faut arrêter les ambiguïtés. Il faut arrêter même parfois l'hypocrisie dans le domaine de la protection et du soutien apporté aux agriculteurs. On voit bien que la loi du plomb a été votée, mais que les décrets traînent à être signés, que les urgences se comptent en demi-année, alors qu'il est mieux placé que personne, compte tenu de son lieu initial d'élection, pour savoir que la situation des agriculteurs ne peut plus attendre. Demain, c'est le dépôt des listes pour les municipales. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'aucun de vos candidats n'a tenu de propos homophobes, racistes ou antisémites ?
Mais les candidats du Rassemblement national, d'abord, vont porter nos couleurs dans un peu plus de 600 communes de France, ce qui porte le nombre d'ambassadeurs du Rassemblement national 20 à 25 000 candidats sur toute la France. Et nous avons évidemment, avec la Commission nationale d'investiture, été extrêmement prudents, extrêmement vigilants. Notre main n'a jamais tremblé. Et j'aimerais que la rigueur et le travail que vous faites pour lasériser matin, midi et soir les candidats du Rassemblement national soient faits pour l'intégralité des gens qui s'engagent dans la vie politique et dans les différents partis politiques. Encore une fois, il y a une différence majeure entre nous et les autres, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un rejoint le Rassemblement national et tient des propos ou des attitudes qui sont contraires à celles que nous portons, eh bien, nous le mettons à la porte. Ça n'est pas le cas dans les autres mouvements politiques où ils sont promus, mis en avant, faits députés et porte-parole. Il y en a beaucoup moins au PS, il y en a beaucoup moins chez Renaissance, il y en a beaucoup moins chez LR. Comment vous l'expliquez ? Il y a beaucoup moins de journalistes qui cherchent aussi. Parce que, excusez-moi, mais si vraiment vous mettiez autant d'énergie à aller chercher sur les listes LFI, vous trouveriez beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est même pas la peine d'aller sur les listes, il suffit d'aller à l'Assemblée nationale. Madame Le Pen, est-ce que vous pouvez, Madame Le Pen, J'ai pas entendu ça. Écoutez, nous faisons campagne ensemble et nous continuerons à faire campagne ensemble. Je me prépare à devenir chef du gouvernement. Et Marine se prépare à devenir présidente de la République. Donc nous travaillons ensemble main dans la main avec l'objectif de remporter les futures élections présidentielles et législatives. Et nous serons là, quoi qu'il arrive. Mais ce là hier soir, Marine Le Pen a dit que si elle ne pouvait pas être candidate, c'est vous qui déciderez de son rôle pendant la campagne. Qu'est-ce que vous voulez comme rôle pour Marine Le Pen si c'est vous candidate ? Alors je ne me mets pas dans cette hypothèse, puisque nous croyons dans le droit français. Et si le droit français est appliqué, alors ce qui nous est reproché par le Parlement européen tombera, parce qu'encore une fois, nous n'avons rien à nous reprocher, qu'il s'agisse des députés du Rassemblement national ou évidemment du mouvement. Donc je ne me mets pas dans cette hypothèse. Et vous réitérez ce propos de cordon sanitaire, est-ce qu'il faut un cordon sanitaire contre la France insoumise ? Je pense qu'il faut un front commun, oui, contre la France insoumise. La France insoumise s'est placée hors de la République en mettant en œuvre une stratégie qui est une stratégie de désordre permanent, qui vise à importer la brutalisation et la violence dans le débat démocratique. Je suis extrêmement inquiet des propos de la présidente du groupe à l'Assemblée, Madame Panot, qui a indiqué qu'elle refuserait envers et contre tout le résultat des élections. Nous sommes donc là face à un parti politique qui refuse le processus démocratique, qui refuse par avance le processus républicain. Et j'appelle moi l'ensemble des formations républicaines à tenir à l'écart de la vie politique, à commencer par les partis politiques de gauche qui se sont alliés, et M. Hollande en tête, avec la France insoumise et avec le logo de la Jeune Garde sur les documents de campagne, notamment sur le site internet du nouveau Front populaire. Donc ce qui se passe est extrêmement grave, et le Rassemblement national est aujourd'hui et sera toujours un bouclier pour protéger le pays et les institutions de la République contre l'importation de la violence et contre toute forme de violence dans le débat politique. La République, c'est nous. Cet après-midi, il y a un meeting LFI de Lyon. Quel regard vous portez sur ce meeting LFI du côté de Jean-Luc Mélenchon va se déplacer à Lyon? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus, vu le contexte? Non, mais celui que Jean-Luc Mélenchon fasse campagne pour défendre ses idées, comme nous sommes des démocrates, nous sommes d'accord. Et personne ne l'empêchera de tenir meeting. Après, s'il continue dans la politique du pire, il ira y tenir des propos qui sont des propos appelant à la violence, appelant au sectarisme, faisant la promotion des entraves au processus démocratique, et il en assumera, je l'espère, électoralement et politiquement les conséquences. Ce qu'il faut tout de même rappeler, c'est que cela fait des années, avec la complaisance d'un certain nombre de médias, disons-le, que l'extrême gauche organise systématiquement des manifestations contre les meetings de leurs adversaires, contre les conférences de presse, pour entraver les distributions de tracts sur les marchés, etc. Et ça n'a l'air de choquer personne. Or moi, ça me choque énormément
que l'on cherche par la violence ou par l'intimidation physique à empêcher des gens de pouvoir défendre leur candidature et promouvoir leurs idées. Nous, au Rassemblement national, nous n'avons jamais fait cela. Jamais. Et encore moins s'attaquer à ceux qui viennent dans les meetings, ce qui a été le cas de l'extrême gauche, puisque je vous rappelle qu'à plusieurs reprises, l'extrême gauche a attaqué des bus d'électeurs du Rassemblement national qui venaient pour participer à un meeting. Ils ont même une fois à Marseille blessé le chauffeur de bus, vous voyez. Donc, et tout ça n'a pas suscité d'indignation. Donc moi, je vous demande d'être indigné de cela. Je vous demande d'être indigné lorsqu'à Dijon, une candidate à la présidentielle vient faire une conférence de presse et qu'on cherche à l'empêcher par la violence d'effectuer sa conférence de presse, parce que c'est aussi une atteinte à la liberté de la presse, vous voyez. Donc, à un moment, il faut qu'il y ait aussi, un front commun, comme dit Jordan, une indignation commune face à des comportements qui sont des comportements qui entravent de manière profonde le processus démocratique dans notre pays. Est-ce qu'il y a Vous rendez dans le Var. Si, je l'ai même utilisé il y a encore quelques jours. Je vais la réutiliser si ça peut vous faire plaisir. Donc il faut un cordon sanitaire contre la France insoumise. Il faut un cordon sanitaire contre la France insoumise. Et il faut que les formations républicaines, toutes les formations républicaines et notamment le Parti socialiste, rompent avec ce syndrome de Stockholm qu'ils ont aujourd'hui à l'égard de gens qui sont des gens dangereux et qui cherchent encore une fois à briser la cohésion sociale, à abîmer la paix civile pour importer dans le débat public et dans le débat démocratique à la fois une forme de violence désormais physique, mais aussi un désaccord avec le processus électoral et le processus institutionnel. Ça veut dire que Marine. Quant à Édouard Philippe, lui-même appelé à voter pour les candidats du Parti communiste contre les candidats du Rassemblement national, je crains au vu du sondage qu'il regrette son propos. Marine, merci. Donc l'intérêt de la France s'arrête à la vengeance. On passe pas par en bas. À travers cet échange, une chose devient absolument claire, la politique française se trouve aujourd'hui à un tournant décisif. D'un côté, un gouvernement qui défend ses choix et ses politiques, et de l'autre, une opposition qui affirme que le secteur le plus essentiel du pays, l'agriculture, est en train d'être négligé. Les difficultés des agriculteurs ne sont pas nouvelles, mais la manière dont elles s'aggravent rend ce débat encore plus sérieux. Il ne s'agit plus seulement d'un enjeu économique, mais aussi d'une question de stabilité politique et sociale. La véritable interrogation est donc la suivante: les politiques actuelles répondent-elles réellement aux besoins de ceux qui nourrissent la nation? Parallèlement, les tensions politiques continuent de s'intensifier. Les différentes forces politiques s'accusent mutuellement, certains tiennent le gouvernement pour responsable, tandis que d'autres reprochent à l'opposition de perturber le système. Au milieu de tout cela, ce sont les citoyens ordinaires, en particulier les communautés rurales, qui semblent être les plus touchés. Les prochaines élections seront déterminantes pour l'avenir du pays. Verrons-nous un changement de cap politique? Les agriculteurs obtiendront-ils enfin un soulagement? Ou bien ces tensions continueront-elles à s'accentuer? Une chose est sûre, la politique française ne se limite plus à Paris. Elle s'étend désormais aux champs et aux villages. Et lorsque la voix de la terre s'élève, il devient difficile de l'ignorer. Sur ce, nous concluons ce reportage. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager votre opinion.